Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des explications sur le chapitre 6, les notions de passif, de provision pour risque et charge. Voilà, alors les provisions pour risque et charge sont des mécanismes comptables, des écritures que l'on doit comptabiliser au moment de l'inventaire. Donc pour les entreprises que vous aurez à traiter à l'examen, ce sera 31 décembre de l'année. Et on doit étudier ces écritures qui permettent, en fait, au bout du bout, permettent de faire des réserves de valeur, hein, en diminuant le bénéfice comptable et en transférant de la valeur dans des comptes temporaires qui vont être activés afin de prévoir une dépense, des charges, mais qui sont incertaines dans leur montant et dans leur réalisation. Donc je vais rentrer dans le détail. Dans votre cours, on aborde la notion de passif et on vous l'auteur vous rappelle ce qu'est une dette, une charge à payer et une provision. Alors en termes de passif, je le rappelle, si on observe un bilan, euh, eh bien les passifs, on va les avoir, on va avoir un tableau de ce type-là. Donc le passif, on va avoir capitaux propres, en dessous des capitaux propres dans lesquels on retrouve le capital, les réserves, autres réserves, le résultat de l'exercice et le report à nouveau. Eh bien on va avoir une ligne, une zone dans laquelle on aura l'ensemble des provisions pour risques et charges. Donc on est en train de traiter cette partie-là aujourd'hui dans ce cours. L'auteur rappelait ce qu'était une dette et on voit que les dettes apparaissent en bas du passif, du bilan. Après les dettes long terme, les emprunts, puis les fournisseurs, autres dettes d'exploitation, fiscales et sociales, l'IS, etc. Voilà, donc on va travailler sur le passif du bilan. Et je commence par vous faire remarquer qu'ici, vont apparaître des lignes qui s'appellent écart de conversion actif et écart de conversion passif en bas du bilan. Et je rappelle le bilan avec ces différentes conceptions. Hein. Bien, à l'actif, on va retrouver tout ce que l'on a, à leur valeur d'origine, à leur valeur d'acquisition. Éventuellement, s'il y a eu des amortissements et des dépréciations, ces amortissements et dépréciations vont venir diminuer la valeur brute des éléments d'actifs. En passant, je rappelle que le bilan est constitué selon une logique long terme en haut, court terme en bas. Donc c'est pour ça qu'on va avoir l'actif immobilisé qui est destiné à rester durablement dans l'entreprise et l'actif circulant où on va retrouver les stocks, les créances clients, VMP et les disponibilités banques et caisses. Voilà. Éventuellement les découverts bancaires. Voilà, donc du coup, on va retrouver, on va étudier ces éléments du passif. Donc là, je reviens sur les définitions. Dette, c'est un passif certain quant à son montant et son échéance. Mais par exemple, vous avez eu une facture de fournisseur, vous l'avez comptabilisée, donc vous avez l'opération économique s'est déroulée, vous avez comptabilisé, bien vous lui devez de l'argent. Donc la dette va apparaître au passif lorsque vous allez établir le bilan au 31 décembre de l'année. Et elle est certaine puisque vous connaissez le montant, vous savez que vous l'avez payé, donc il n'y a pas d'incertitude du tout. Voilà. Donc une dette, c'est un passif certain. Ensuite, charge à payer. Donc ça, on verra plus tard l'ajustement des comptes de gestion qui va être une technique pour que le bilan de l'exercice comptable correspond bien aux opérations économiques de l'exercice comptable passé. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sera traité plus tard. Et puis vous, là, ici, vous avez la provision. C'est un passif dont l'échéance et le montant ne sont pas fixés de façon précise. Et moi je dis, ça ressemble un petit peu aux dépréciations que l'on a vu dans un précédent cours, où en fait on va comptabiliser une provision lorsqu'on est... on a un risque probable d'une perte ou de manque de ressources, mais c'est un risque probable, mais qui est pas certain et pas fixé de façon précise. Voilà.
Voilà, donc on va constituer une provision. Donc si je reviens au bilan, la provision va constituer à diminuer le résultat par l'intermédiaire d'un compte de classe 6, 68, comme les dépréciations, et on va diminuer ce résultat et on va le mettre dans les comptes de provision pour risque. Alors ici, c'est une provision pour risque de change, mais on va voir qu'il en existe beaucoup. Donc là, on va peut-être détailler, mais grosso modo, toutes les provisions seront cumulées au passif dans une seule ligne provision pour risque et charge. Voilà, donc là, la logique des provisions, c'est celle-ci, donc diminuer le bénéfice et mettre en réserve quelque part dans une ligne particulière. Donc je vous avais expliqué en dépréciation que en fait le fait de diminuer le bénéfice, ça limite les dividendes potentiels, donc ça laisse de la valeur dans l'entreprise. Voilà, pour faire face au risque de l'année qui suit, lorsque ce dernier va se réaliser de manière définitive. Et évidemment, tous les ans, on va ajuster les provisions pour risque et charges, comme les dépréciations. Les dépréciations, elles apparaissaient dans cette colonne-là en diminution de la valeur de l'actif. Voilà pour la vision globale des provisions pour des provisions diverses et variées. Voilà, alors donc une provision est un passif dont l'échéance, donc je suis aux définitions, une provision est un passif dont l'échéance ou le montant sont incertains, c'est ce que je vous ai dit, toujours la chose incertain, ou le montant ou la réalisation. Et puis il existe des conditions, l'obligation est actuelle, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de le faire pour respecter le PCG, et il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Eh bien, vous allez très bien comprendre dans les exemples, ça veut dire qu'on va avoir une dépense, hein, tout simplement. On prévoit une dépense future, mais pour le moment, on ne sait pas si elle va réellement se réaliser, et puis on a du mal à évaluer le chiffrage. Voilà. L'obligation, elle doit quand même être chiffrée de manière fiable. Je peux pas dire, ah ben tiens, l'année prochaine, je risque d'avoir une dépense, je connais pas le montant, je passe une provision. Là, il y a des règles strictes à respecter, et il faut avoir un degré de qualité d'information. Voilà, alors, premier exemple, c'est la SR Viva qui a été attaqué par son client abricotier en justice pour une livraison qui a pas été conforme, et l'avocat de la SRL Viva estime qu'il y a un risque d'être condamné à 1500 €. Dans ce cas, le client est un tiers de la SRL, c'est une obligation pour laquelle la SRL a une obligation non éteinte à la clôture. Donc l'avocat considère qu'il y a des risques que l'entreprise perde et soit condamnée à payer des dommages et intérêts. Donc en fait, on est là dans l'expression de risque qui prend naissance dans l'exercice N au 31 décembre, mais le risque il est incertain dans son montant parce qu'on ne sait pas combien va décider le juge, et dans sa réalisation, on ne sait pas si le juge va condamner l'entreprise à payer des dommages et intérêts. Donc on est bien là dans l'expression d'une provision. On va devoir provisionner pour cette activité, pour ce risque. Alors le montant doit être fait avec la meilleure estimation de la dépense qui est nécessaire au règlement de l'obligation. Ça veut dire qu'on doit estimer combien on va être condamné à payer. Et il y a une particularité sur les méthodes statistiques. Quand on dit, bien voilà, tous les ans, il y a j'ai tant de risques d'avoir des procès, dommages intérêts ou des choses comme ça par rapport au nombre de clients pour les très grosses entreprises. Voilà, ces méthodes statistiques, on le verra dans les applications, sont acceptées, mais il y a des conditions. Alors, comment on comptabilise, comment on réduit le bénéfice eh bien, on va le faire par les comptes 68, comme les dépréciations. Et toujours pareil, 68.1 pour les provisions d'exploitation, 6 en troisième position, 686 pour les dotations en provisions financières, et 687, un 7 en troisième position pour les provisions exceptionnelles. Rappelez-vous que 1 en troisième position, c'est l'exploitation, 6 en troisième position du compte, c'est le financier, et 7, c'est l'exceptionnel. Voilà. Donc de ce fait,
que va faire la SARL avec son client? Eh bien, elle va constituer une provision qui va être un sous-compte de compte de classe 15, et on va voir comment on va faire. Tous les ans, si jamais la justice n'a pas rendu son verdict, et que l'année qui suit, il y a toujours un risque, bien il faudra ajuster la provision. Donc on va faire comme pour les dépréciations, on va ajuster la provision. Donc le cas de ce litige est traité dans l'exemple 5 de la société Viva, donc dans votre livre. Là, l'entreprise a peur de cette dépense qui est certaine, incertaine dans son montant, mais avec des risques probables, donc on l'a comptabilisé. C'est d'être dans la société SARL Viva, ça semble être exceptionnel, d'être attaqué par les clients, donc on va comptabiliser ça en dotation provision exceptionnelle. 687,5 pour 1500 au débit et 15,11 provision pour litige. Donc là, on vient de mettre au passif, dans la ligne provision pour risque et charges, on vient d'y intégrer 1500 € en diminuant le bénéfice. Voilà. Alors après, pour le suivi, l'année qui suit, on va voir qu'est-ce qui se passe. Cas numéro 1, l'entreprise estime que le risque, bon, la justice n'est pas prononcée au 31 décembre de l'année qui suit, et la justice estime, l'avocat, pardon, estime que finalement on va pas perdre 1500, mais il a peur de perdre 1900. Donc le risque ne s'est pas réalisé parce que le jugement n'a pas eu lieu. Le litige est compliqué, donc l'avocat nous dit non mais là on risque d'être condamné non pas de 1900 mais 1500, non pas de 1500 mais de 1900. Donc le risque probable incertain dans son montant et sa réalisation vient d'augmenter. Il est passé de 1900 alors qu'on l'a déjà provisionné l'année dernière pour 1500. Donc on va ajuster la provision et on va donc l'augmenter avec les mêmes comptes, 687,5 et 15,11 provision pour litige, et on augmente de 400. Donc évidemment on a amené cette provision, cette réserve de valeur en fait, de 1500 à 1900. Deuxième cas, à la clôture de l'exercice N+1, ben en fait on a été condamné, tout s'est terminé. Donc évidemment la provision que j'avais fait l'année passée n'a plus lieu d'être puisque le risque est devenu ferme et définitif, il a été comptabilisé. Ici vous n'avez pas la comptabilisation du préjudice en opération courante. Rappelez-vous, bien faire la différence entre l'opération courante, le P1, et les opérations d'inventaire, P2. Donc ici, le litige, la condamnation a bien été comptabilisée. On vous a pas rappelé la règle, mais c'est pas l'objet ici. Et donc la provision qu'on avait fait, la réserve de valeur, elle doit être annulée. Donc comme les réserves de valeur, c'est un compte de passif, donc qui est créditeur, eh bien on va la passer au débit. 15,11, provision pour litige, pour 1500, et on va reprendre la provision par le même compte que la dotation, sauf que là c'est un produit, donc le premier compte sera un compte de classe 7, 787,5. Voilà, donc ensuite on va passer aux provisions pour risque de change, c'est un petit peu plus complexe parce que on va parler des écarts de conversion. Alors la provision, lorsque une provision pour risque de charge, je vous rappelle le principe que vous avez dans votre livre. Lorsque l'entreprise possède des créances et des dettes libellées en monnaie étrangère qui ont été converties au moment de l'enregistrement en euros, elle doit les évaluer à la date de clôture sur la base du dernier cours de change. Cela peut entraîner des écarts de conversion passifs ou actifs, écarts de conversion qui peuvent être défavorables ou favorables à l'entreprise. L'objectif est de faire apparaître la dette ou la créance pour sa valeur réelle. Le gain ou la perte de change ne sont pas définitifs mais potentiels. Donc on va faire apparaître une perte par un jeu d'écriture et on va comptabiliser une provision pour risque. Alors si je reviens au bilan, je vais vous expliquer le mécanisme. Alors imaginons, vous avez vendu des marchandises, par exemple, à un client, et toutes les créances clients, ici c'est 15 519 000, sont des clients étrangers. Donc à chaque facture de vente, vous allez comptabiliser
au cours du jour l'opération économique. Et si vous l'avez à l'actif du bilan, ben c'est parce que ces sommes n'ont pas été encore payées. Hein, voilà, ces sommes n'ont pas été payées. Si ce sont des clients étrangers, au 31 décembre, vous avez l'obligation de recalculer la valeur en euros de ces dettes, de ces créances à l'étranger. Et si la valeur de cette créance change, eh bien vous devez modifier la valeur du compte de créance client. Et vous allez le faire par l'intermédiaire de ces comptes qui sont en bas, écart de conversion actif et écart de conversion passif. Et de la même manière, si vous avez acheté à l'étranger des choses, vous avez des fournisseurs et que vous ne les avez pas encore payés au 31 décembre, vous les avez dans les comptes au cours du jour de l'opération économique d'achat. Donc la facture, vous l'avez comptabilisée au cours du jour lorsque vous l'avez reçue. Et à l'inventaire, les cours ont pu fluctuer, hein, les yens, dollars, etc. Ils fluctuent tout le temps. Donc vous devez savoir si, avec la fluctuation, au 31 décembre, eh bien, la dette elle a augmenté ou diminué. Et c'est pareil pour les clients, ça peut être favorable ou défavorable, en fonction de l'évolution des cours. Ben, c'est pareil, on va bouger, on va faire évoluer la valeur de la dette fournisseur par les comptes de actifs et passifs, en fonction de si c'est avantageux ou pas. Et lorsque le calcul nous montre qu'on risque de perdre de l'argent, eh bien on doit comptabiliser une provision pour risque de change 15-15. Donc je reviens, je vais revenir au cas du livre. Voilà. Donc ici, on va avoir un exemple. C'est la société Viva qui a reçu une facture de 500 livres d'un fournisseur anglais, et on vous donne un cours du jour, et la facture a été enregistrée pour 625 €. Voilà, donc ça c'est un contexte sur lequel je vais revenir après quelques explications sur un autre contexte. Donc je voudrais revoir avec vous comment on comptabilise des écarts de change, comment on les calcule et comment on les comptabilise, et je vais vous donner une technique qui va vous permettre de vous sortir un petit peu de toutes les situations. Alors je vais afficher à l'écran, je vais vous lire le contexte, un exercice que vous n'allez pas faire, c'est un exercice démonstratif. Voilà, donc vous avez, c'est une société balkan, elle a réalisé des opérations. Alors, je vais en prendre que deux. Elle a acheté et fait des opérations d'achat et de vente avec des clients étrangers. Alors, je vais prendre juste l'opération de vente des marchandises. Donc, le 15-10, elle a vendu aux clients Yamamoto et Bill des marchandises. Et alors, elle a vendu aux clients japonais. Elle a vendu aux clients japonais en yens. Donc, elle a vendu pour 1 500 000 yens. Et elle a vendu aussi aux clients américains pour 84 500 $ de marchandises. Voilà, donc ça c'était une vente en monnaie étrangère, donc vente en yens et vente en dollars. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la comptabilité? Eh bien au cours du jour de la vente, vous devez comptabiliser l'opération de vente dans l'écriture courante, dans P1, et vous devez donc transcrire la valeur de cette opération en euros, puisque la comptabilité française se fait obligatoirement en euros. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est pour vous sortir de toutes les situations, parce qu'il y a des complexités sur les opérations en monnaie étrangère, c'est de faire une petite croix dans laquelle vous allez mettre en haut les informations concernant le cours, ça va être le cours du jour ou le cours au 31 décembre, et en deuxième ligne, le calcul de la valeur de la dette ou la créance, ici de l'opération économique, au cours que vous aurez noté au-dessus. Alors regardez, ici, on vous donne, je vous ai fait une petite croix pour les yens, et on va calculer. Donc ici, on vous dit 1 yen égale 0,07 €. Donc dans la colonne euro, vous marquez 0,07 et un yen, ça donne la valeur d'un yen. Un yen égale 0,07 €. Donc l'opération, bien on vous dit, l'opération c'est 1 500 000 yens, donc vous faites 1 500 000 yens. Et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un produit en croix.
puisque vous cherchez la valeur en euros des 1 500 000 yens. Donc vous retrouvez avec la valeur de X qu'il faut chercher. Alors si, pour un cas tout simple, cette technique, en fait, vous avez dit, oh bon, ça sert pas à grand chose, mais cette technique, elle permet de pas se tromper, parce que des fois, les cours sont donnés pour 1 euro égale tant de yens, ou tant d'euros égale 1 yen. Donc ça, vous adaptez au sujet, en fonction de, du sujet, vous allez compléter la partie haute du cours. Et là, vous êtes en produit à croix, c'est-à-dire un produit en croix, la valeur que vous cherchez en euros de votre créance de 1 500 000 yens, eh bien, c'est ça, cette valeur fois 1 est égale à ça fois ça. Donc on peut écrire x égale, donc je rappelle le produit en croix, hein, x fois 1 égale 0,07 fois 1 500 000. Mais on fait le calcul et ça donne 10 500. On va faire la même chose pour, donc, lorsque je comptabilise mon opération des 1 500 000 en P1, eh bien, je la comptabilise pour 10 500 euros. Ensuite, il y avait un autre exemple ici, en US dollars. Ben, pareil, on va noter, on fait une petite croix. En haut, on marque le cours. Eh bien là, l'information qui est fournie dans le sujet, c'est 1 dollar égale 0,86 euros. Donc, vous notez 0,86 euros dans la colonne, dans la cellule euro, et pour 1 dollar. Et vous cherchez, et on a vendu pour 84 500 dollars. Donc on fait un produit en croix, x fois 1 égale 0,86 fois 84 500, et ça fait 72 670. Voilà, donc ça, si je vais voir mon écriture de P1, en P1, donc ça c'est un petit rappel, je cherche, j'ai ma vente au client Yamamoto pour 10 500 euros, et vous remarquez qu'il n'y a pas de TVA, puisque les exportations sont hors champ d'application de la TVA. Ensuite, vous avez un client, la facture bill, qui a été comptabilisée, vente de marchandises au client bill pour 72 670. Maintenant, ça, tant que le client m'a pas payé, je sais pas du tout si je vais recevoir pour un 10 500 euros et pour l'autre 72 670. Ça j'en ai strictement, voilà, je peux pas le savoir parce que le jour où ils vont m'envoyer les yens et les dollars, le cours aura changé. Donc vous avez quelque chose de la fluctuation qui perpétuelle des monnaies dont il va falloir tenir compte à l'inventaire. Et c'est là qu'intervient le cours à l'inventaire. Donc au 31 décembre, vous avez l'obligation de faire fluctuer la valeur de la créance, des créances telles qu'elles apparaissent, parce que pour le moment j'ai 10 500 euros de créances dans les comptes, plus 72 670 de créances dans les comptes, et dans les comptes. Donc je dois recalculer la valeur de ma créance en yens au cours de l'inventaire. Donc on y va ici. Le cours au 31 décembre est égal à 1 yen 0,063 euros. Donc je refais mon petit produit en croix, 0,063 euros pour 1 yen, et la créance d'origine est de 1 500 000. Donc qu'est-ce que je fais? Je recommence à calculer. Et je trouve, au 31-12, les 1 500 000 yens, ils valent maintenant 9 450. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours, si je prends le cours du 31 décembre, ben en fait je vais avoir moins en créance puisque je recevrai moins d'argent si j'étais payé au 31 décembre. Et de la même manière en dollars, le dollar à l'inventaire, on vous dit 1 dollar égale 0,90 euros, 0,90 euros égale 1 dollar, eh bien x fois 1 égale 0,9 fois 84 500, et ça donne une créance qui passe à 76 0,50. Donc on voit bien qu'en fonction des fluctuations de monnaie, eh bien je vais avoir des modifications. Alors, d'abord, on va regarder de comment évolue la créance. Eh bien ici, elle passe de 10 500 à 9 450. Donc j'ai une variation de 1050. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est une augmentation ou une diminution? Ben voilà, on voit que c'est une diminution. C'est une créance d'une dette.
c'est une créance, c'est un acteur économique qui me doit de l'argent. Donc au début, il me devait 10 500 euros au cours du jour. Maintenant, s'il me paye maintenant, il me doit plus que 9 450. Donc j'ai une perte. J'ai une perte de 1050. C'est une perte qui est probable, mais incertaine dans son montant, dans sa réalisation. On est sûr de rien. Donc ça va faire l'objet de deux choses. On a l'obligation de modifier la valeur du 411 et on a l'obligation de constituer une provision pour risque. Deuxièmement, le client américain, lui, en P1, on a comptabilisé, il me doit 72 670 euros au cours du jour pour une créance 84 500. Et quand je refais le calcul au cours du jour du 31 décembre pour l'opération d'inventaire, je trouve que finalement il va me devoir 76 050. Eh bien là, c'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Il me devait 72 000. Il me devait 72 000. S'il me paye maintenant, il me doit 76 000. Donc j'ai une variation de plus 3 580. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une augmentation ou une diminution? C'est une augmentation. Je suis en présence de quoi? D'une créance. Donc est-ce que c'est favorable pour moi? Bah oui, j'ai une augmentation de la créance de 3380. Et donc j'ai un gain potentiel, incertain dans son montant, dans sa réalisation, mais attention, c'est un gain, donc au nom du principe de prudence, en comptabilité française, je ne peux pas comptabiliser un produit pour ça. Voilà, mais dans tous les cas, avant de passer à la comptabilisation de la provision, je dois faire fluctuer la valeur de mes comptes de tiers, que ce soit client ou fournisseur. Alors, regardez à l'inventaire, qu'est-ce qui va se passer? Yamamoto, eh bien sa créance qui était à l'actif du bilan, je dois la diminuer pour 1050, et je vais passer en contrepartie un compte 47,6. Et je vais vous montrer comment on retrouve ces 47. Ensuite, il y a le client B. Lui, par contre, sa créance, elle augmente. Donc, je dois augmenter la créance à l'actif du bilan. Donc, c'est un compte débiteur. Donc, je vais augmenter au débit 3380. Et la contrepartie, c'est des comptes 47. Alors, je vous les montre. Les comptes 47, c'est assez simple à les utiliser. Ils sont dans le plan comptable. Donc, je vous affiche un PDF, voilà, une copie. Donc, ils sont dans le plan comptable. Vous avez dans les comptes de classe 4, 45, 46 et 47. 47, 471 et 475, c'est les comptes d'attente. Et après, vous avez les différences de conversion. Voilà, actif, passif. En fait, en regardant les lignes bleues, vous regardez diminution des créances, augmentation des dettes, diminution compensée. Ça, c'est pas pour vous. Augmentation des créances, diminution des dettes. Donc, il suffit d'aller voir. Si j'ai une diminution des créances, voilà, c'est le 47,61. Si j'ai une augmentation des créances, c'est 47,71. Et pareil pour les dettes. Donc, on va faire la même chose. Voilà, ça c'est pour la comptabilisation de l'augmentation de la créance ou la diminution de la créance. Et on a dit tout à l'heure, il y a dans les deux cas ici, il y a qu'un cas où j'ai une perte probable. Eh bien, j'ai une perte probable ici incertaine dans son montant, sa réalisation de 1050. Donc, je dois comptabiliser une dotation aux amortissements 686 à 15,15 pour 1500. Ici, il y avait d'autres opérations, donc c'est le chiffre qui apparaît, c'est 1350, mais en fait, c'est parce qu'il y avait d'autres opérations. Je rentre pas là dans l'exemple, je rentre pas dans l'exercice complètement. Donc maintenant, je reviens au cas numéro 9, où vous aviez dans ce cas-là, dans le cas 1, on vous disait, il y a eu une opération courante, alors il y a eu une opération c'était un achat de quelque chose à un fournisseur étranger.
Donc il y a eu une opération avec un fournisseur étranger, bon, je peux lui acheter des marchandises, par exemple, et on vous dit, voilà, on vous dit, alors comptabilise de facture en livres, donc j'ai marqué livre, et le cours de l'opération a été 1 euro, vous voyez, c'est un peu différent, est égal à 0,80 livres, 0,80 livres. Et cette opération a eu lieu pour 500 livres. Donc, quand on a calculé le cours, je toujours proposé de faire le produit en croix. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, x fois 0,8 est égal à 1 fois 500, donc le cours, c'est bien égal à 500 fois 1 divisé par 0,8. Donc, on trouve bien la valeur de 625. Donc, en opération courante, il a été comptabilisé cette opération à 625 euros. Donc, les alimentaires, vous devez... donc ça a été comptabilisé. On va parler ici que du P2. Donc, dans l'exercice qui vous est proposé ici, on vous dit le cours du jour, attention, il a changé. Donc, le cours du jour au 31 décembre, c'est 1 euro égal à 0,85. Donc, vous devez toujours recalculer la valeur de cette dette au cours de 31 décembre, et puis on voit donc vous faites 500 fois 1, alors je le répète quand même pour la technique, divisé par 0,85, et ça me donne 588,23. Donc on observe l'évolution de la dette. J'avais pour ce fournisseur une dette de 625 euros, elle passe à 588, donc je vais comptabiliser quoi? Je vais comptabiliser, alors sa dette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Eh bien, si la dette diminue, je dois comptabiliser en 401 au débit par le compte 477, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est un gain probable, incertain, dans son montant, sa réalisation, et c'est tout ce que je vais faire. Ensuite, vous avez une possibilité, ça c'était le cas 1. Deuxième possibilité, le cours a changé, je vais recopier, donc c'est l'hypothèse 2. Qu'est-ce qui se passe en hypothèse 2? Le cours est passé à 0,75. Donc je tape 0,75 dans Excel, et lorsque je recalcule, eh bien, ça fait la dette elle fait voilà, 1 fois 500, je recommence, hein, divisé par 0,75, et ça donne 666. Donc je vois que ma dette qui était de 588 passe à 666, donc ben voilà, je vois que mon compte fournisseur augmente. Si je devais le payer, je payerais plus cher. Je dois augmenter de la différence. Voilà, la dette a augmenté potentiellement de... j'ai un petit souci. Alors, oui, je me suis trompé. En fait, je suis allé chercher l'hypothèse 2, alors qu'en fait, à l'origine, ma dette était de 625. Ça, c'est une hypothèse, je peux la supprimer. Je peux la supprimer. Hein, voilà. Donc ici, je trouvais 666,67 que je vais comparer à 625, hein, et puis qui était ce que j'ai comptabilisé en écriture courante. Donc j'ai bien un compte fournisseur qui augmente 41,67. Je suis en présence d'une perte probable incertaine dans son montant et sa réalisation. Je dois comptabiliser un 686 par le compte 15,15. Voilà. Et on voit bien que la contrepartie va venir, c'est un écart de conversion actif qui apparaîtra à l'actif du bilan. Voilà pour les mécanismes des écarts de conversion qu'il convient de travailler. Autre possibilité, la provision pour garantie donnée au client. Voilà, lorsqu'une entité vend un bien à un acheteur non professionnel, ce dernier bénéficie d'une garantie. Elle s'applique en cas de dysfonctionnement des produits ou services liés. Le risque pour l'entreprise de retour du bien pour non-conformité répond à la définition d'une provision. C'est un passif, voilà, les retours, c'est un passif dont l'échéance et le montant sont incertains. L'entreprise devra évaluer son risque à la clôture suivant une base statistique de retour. Évidemment, il faut
il faut avoir des informations très précises à pouvoir éventuellement, en cas de contrôle fiscal, prouver que vos calculs sont basés sur des calculs statistiques très précis et sérieux. Et vous avez un compte dans les comptes de classe 15. Les provisions, c'est les comptes de classe 15. Je n'avais pas scanné, mais j'aurais pu le faire. Voilà, donc on n'a pas de difficulté particulière. On va comptabiliser 681,1,5 à 15,12. Ensuite, lorsque il existe une autre provision, la 15,15, provision pour perte de change. Alors j'ai finalement scanné le compte de classe 15 de votre plan comptable. Donc on voit bien les provisions pour risque, litige, garantie au client, perte. Il y a des choses que vous n'utiliserez pas, mais amende et pénalités, provision pour perte de change. Et après, il y a voilà toutes les autres provisions. Voilà, donc pour certaines, ça vous concerne pas. Provision pour impôts et provision pour gros entretien. Voilà. Essentiellement, vous avez besoin de pouvoir retrouver le compte provision pour litige, garantie, perte de amende et pénalités, perte de change. Ensuite, provision pour impôts et provision pour gros entretiens ou grandes révisions. Voilà. Les autres, vous les utiliserez pas. Voilà, donc la provision pour impôts, 15,15 comme on vient de les voir. Alors comme pour les dépréciations, à l'inventaire, vous avez un tableau d'évolution de l'exercice pour connaître les augmentations et diminutions sur les provisions. Donc il faut faire un tableau de suivi des provisions. Donc en provision en début de l'exercice, c'est la valeur des 15 des comptes de classe 15 au 31 décembre de l'année passée. Des fois, on vous donne l'information au 1er janvier de l'année en cours, pour laquelle vous êtes en train d'étudier. Et ensuite, en fin d'exercice, vous devez recalculer la valeur ou relever la valeur qui apparaît à la fin de l'exercice comptable. Et dans la colonne augmentation, c'est les dotations. Dans la colonne diminution, ce sont les reprises. Donc ici, on vous demande de faire le tableau de provision de l'exercice au 31-12 N plus 1. Donc la provision 31-12 N, elle était de 1500. On l'a augmentée de 400 dans l'année. On n'a pas fait de reprise. Donc à la fin de l'année, elle est de 1900. Et on fait ça pour l'ensemble des provisions des comptes de classe 15. C'est un tableau de suivi, simplement. Voilà, vous avez un exercice corrigé qui vous met en situation sur différentes provisions que vous pouvez étudier avec l'ensemble d'informations qui vous ont été données dans ce tuto. Donc bon travail.